Bienvenue pour le Journal de l'Europe. Au menu de ce jeudi, je vous propose une émission dédiée plus particulièrement à deux pays qui votent aujourd'hui. La Grande-Bretagne, scindée entre les pros et anti-Brexit dans une campagne surréaliste. Et les Pays-Bas qui se rend aux urnes également, mais est littéralement secoué par une révolution énergétique pour se débarrasser du gaz naturel dangereux. Alors pour commencer, rappelez-vous, il y a quelques jours, du scandale qui a provoqué la chute du numéro 2 autrichien Hans-Christian Strache. Dans la vidéo où le chef de l'extrême droite autrichienne confiait vouloir racheter le journal le plus puissant de son pays avec des capitaux russes, il confiait également que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, avait réussi à faire cela dans son pays grâce à des magnats autrichiens. Anaïs Guérard a posé la question qui fâche au ministre des Affaires étrangères du Fidesz, le parti au pouvoir, en visite à Paris. On écoute. Encore une fois, je pense que c'est avant tout une question de politique intérieure. Deuxièmement, cette vidéo, cette affaire montre clairement à quel point la stabilité politique est importante. La seule chose que nous pouvons faire à présent, c'est croiser les doigts pour nos amis autrichiens, pour qu'ils créent à nouveau une stabilité politique dans leur pays. Ce que je peux vous dire sur la liberté d'expression en Hongrie, c'est que si vous regardez le paysage médiatique hongrois, vous verrez que la plupart des chaînes de télévision les plus regardées, les plus importants journaux quotidiens, hebdomadaires, les pages internet les plus lues, sont toutes très critiques du gouvernement. S'il y a bien des médias indépendants en Hongrie, l'Observatoire indépendant des médias Mertek estime que 80% des médias du pays sont néanmoins aux mains des proches du pouvoir et de Viktor Orban. Une étude des Verts européens accable particulièrement ce pays de l'Est pour son illibéralisme mis en place depuis 2010. Ils ont commandé et demandé à la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur le choix des subventions dans ces médias hongrois. Alors on passe au Royaume-Uni, bien sûr, qui a voté aujourd'hui dans une atmosphère absolument délétère. C'est 65 millions d'habitants, plus de 46 millions d'électeurs, entrés dans l'Union européenne en 73, qui voudraient bien en sortir prochainement. 73 eurodéputés à élire. Néanmoins, la majorité actuelle est détenue par le Parti conservateur. Sauf que les jours de Theresa May, la Première ministre, sont comptés. Son parti pourrait faire les frais de ces tergiversations sur le Brexit et hériter du pire score de tous les temps. Et de son côté, Nigel Farage entrerait en force dans le nouveau Parlement européen, mais pour quelques mois seulement. Il a créé le nouveau Brexit Party. Mais c'est bien le même homme, celui qui a reconnu avoir menti pendant le référendum de juin 2016. Il est aujourd'hui soupçonné de financement illégal de sa campagne. Les partis europhiles sont divisés de leur côté et les travaillistes ne tireraient donc pas bénéfice du discrédit des conservateurs. Plus d'1 million de Britanniques vivent sur le continent, 400 000 en Espagne, presque autant en France. Ils peuvent voter d'ailleurs dans leur pays d'accueil, mais ils s'inquiètent beaucoup des conséquences d'un Brexit sur leurs droits et leur vie, comme nous le montre ce reportage de Luc Brown et Mathilde Bénézé. Pour Andrew Lloyd, lire la presse britannique reste essentiel, même après 40 ans vécus en France. Comme lui, plus d'1 million de Britanniques vivent à travers l'UE. Et comme chaque citoyen européen, il a le droit de voter pour les élections européennes dans le pays où il réside. Voici ma carte électorale. C'est ce qui me permet de voter durant les élections européennes et locales. Je trouve ça important. Je ne suis pas un défenseur acharné d'une union politique européenne, mais je trouve que nous serions mieux ensemble que séparés. Le référendum sur le Brexit en 2016 a été un déchirement pour Andrew, son pays d'origine rejetant son pays d'adoption. L'an dernier, il a lancé le processus de naturalisation française. Son dossier est toujours en cours. Ça ne devrait pas être nécessaire, mais c'est une bonne précaution à prendre. Les 3 dernières années m'ont rendu plus enthousiaste à l'idée de devenir français. Andrew a pris sa retraite en 2012. Sa carrière des deux côtés de la Manche n'a été possible que grâce à l'ouverture européenne. Mais pour lui, les problèmes engendrés par le Brexit sont plus pressants. Âgé de 74 ans, il est surtout très inquiet de perdre l'accès aux soins médicaux en France. Le pire, c'est l'incertitude concernant les soins médicaux. On pourrait perdre l'accès universel aux soins. Moi, je suis constamment anxieux maintenant. Je me demande pourquoi les dirigeants politiques ne reviennent pas à la raison. Voter en France aura une autre conséquence pour Andrew. Il ne pourra pas voter en Grande-Bretagne pour ce qui sera probablement les dernières élections européennes du pays.
Alors à qui profite le Brexit? Certains citent l'économie britannique en exemple sous l'effet de cette future sortie de l'Union européenne. À raison, certains indicateurs sont en effet au vert, d'autres carrément au rouge. Et les prévisions à moyen long terme, guère réjouissantes car les marchés et les consommateurs n'aiment pas du tout les incertitudes liées au Brexit. Contrefait vous est tout de suite proposé par Roxane Runel. L'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée. C'est ce qu'affirmait Jordan Bardella, tête de liste française du Rassemblement national début avril. Le chômage n'a pas été aussi bas depuis 45 ans. Le niveau des salaires a augmenté. Vrai? Sur le chômage, oui. 3,9% des Britanniques seulement étaient à la recherche d'un emploi fin janvier 2019. C'est le taux le plus bas enregistré depuis 1975. Quant aux salaires, ils ont effectivement progressé plus vite que l'inflation. Le revenu réel des Britanniques a gonflé de 1,5% en un an. Pour autant, l'économie outre-Manche est loin de se porter à merveille. Le vote en faveur du Brexit a provoqué une dépréciation vertigineuse de la livre sterling. Conséquence, l'inflation a augmenté par rapport à son niveau avant le référendum. Le pouvoir d'achat des ménages en a fait les frais, la consommation est au plus bas depuis 5 ans. Quant au PIB, c'est-à-dire la richesse du pays, il est aujourd'hui entre 2 et 3% en deçà de ce qu'il aurait été sans un vote pour la sortie de l'UE. Concrètement, c'est 7,6 milliards d'euros en moins chaque trimestre. La production automobile, dont 50% est exportée vers l'UE, a vu l'investissement chuter de 2,5 en 2015 à 0,6 milliards de livres en 2018. Le groupe Jaguar Land Rover a licencié 4500 personnes dans le pays. L'un dans l'autre, 45% des Britanniques estiment que quitter l'UE empirerait la situation économique du pays. C'est l'heure des objets de l'Europe avec Christophe Préau, le directeur de Toute l'Europe, le site web touteleurope.eu, qui nous convie aujourd'hui à un festin. On a bien fait de faire un partenariat parce que là, franchement, vous n'êtes pas venus les mains vides. Oui, bonjour Caroline. Évidemment, pour un petit festin, même un bon festin, je vous ai apporté beaucoup de produits issus de nos régions européennes, du riz de Camargue, du vinaigre balsamique de Modène, de la feta grecque, du camembert de Normandie. Alors savez-vous quel est le lien entre tous ces produits? Alors je le vois un peu dessus, c'est le label. Oui. C'est ça, mais à quoi ça sert vraiment un label et surtout en quoi l'Union européenne protège tous ces produits? Donc effectivement, ces produits sont quelques-uns des 3000 produits labellisés par l'Union européenne et qui justement protègent à la fois les producteurs et les consommateurs. Donc 3 types de labels. L'AOP, sans doute la plus connue, l'appellation d'origine protégée. Donc, par exemple, comme le montre ici le camembert de Normandie, avec ce petit logo qui est de couleur rouge, mais qui a à chaque fois les étoiles de l'Union européenne. Ça veut dire que ce produit est fabriqué, transformé et issu de produits d'une seule unité géographique. Camembert de Normandie ou alors le foie gras entier de Canard du Sud-Ouest. Vous avez aussi l'IGP, l'indication géographique protégée. Donc, celle-ci, elle stipule que la qualité de produit relève uniquement ou en partie de la géographie, comme le pruneau d'Agen ou le citron de Menton. Et vous avez aussi les spécialités qui sont protégées, comme par exemple le jambon serrano, qui est lié à un savoir-faire et à aussi simplement aux produits utilisés. Mais pourquoi on cherche à tout prix d'ailleurs à protéger ces produits? Alors on cherche à les protéger d'abord pour le consommateur. C'est la garantie pour lui de consommer un produit authentique. Et aussi pour le producteur, c'est la garantie pour lui de se prémunir de contrefaçons, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le foie gras, il y a des foie gras de contrefaits qui circulent un peu partout dans de nombreux pays. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour du fait qu'avec de grands accords commerciaux, on renoncerait à nos spécificités, à notre protection régionale. Est-ce que c'est le cas ? Justement, alors moi je pense que justement avoir des labels qui permettent de spécifier les produits, ça permet justement de garantir toute la valeur ajoutée d'un pays et d'un produit et de s'exporter. Et avec la garantie de se prémunir de contrefaçons. Les tribunaux sont là pour les accompagner. Merci en tout cas. Et puis on va en profiter après, juste bien après. Sûr. Mais on repart quand même en direction d'un autre pays qui vote ce jeudi, les Pays-Bas, beaucoup plus petits que le Royaume-Uni, mais pays fondateur de l'Union européenne avec 17 millions de Néerlandais, 13 millions d'électeurs, 26 eurodéputés à élire. Il est entré dans l'UE, évidemment pays fondateur en 57, dans l'euro en 99. La majorité actuelle, c'est une coalition
coalition qui regroupe le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, les démocrates 66, l'appel chrétien-démocrate et l'Union chrétienne, dirigée par un certain Mark Rutte, un libéral qui est aussi régulièrement cité pour des hauts postes européens futurs, sauf que cette fois, son parti est au coude à coude avec celui d'un certain Thierry Baudet, Forum pour la démocratie. Ce dernier est un Français qui prône l'organisation d'un référendum sur le Nexit, une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, qui est contre le multiculturalisme, contre l'immigration, contre la transition écologique. Le camp eurosceptique avec le PVV de Geert Wilders pourrait rafler 5-6 des 26 sièges en place, effectivement, à trouver encore. Il faudra toutefois attendre la fermeture des bureaux de vote à 21h ce jeudi pour avoir de premières estimations de vote. La campagne est très intense aux Pays-Bas. L'un des enjeux, c'est la transition énergétique. Le bus de l'Europe s'est rendu dans le nord des Pays-Bas, une région autour de Groningen qui a subi ces dernières années des tremblements de terre. L'extraction intensive de ce qui est le plus grand champ de gaz en Europe était en cause. C'est devenu un enjeu de campagne, évidemment. Le gouvernement a décidé d'agir avec la fermeture du site d'ici 2030. On regarde tout de suite ce reportage signé Clovis Casali. C'est le calme plat dans la campagne de Groningen. Mais enfoui sous la terre se trouve le plus grand gisement de gaz naturel d'Europe. Une richesse pour les Pays-Bas et un cadeau empoisonné. Car avec l'extraction intensive débutée dans les années 60, les tremblements de terre se sont multipliés. Corinne Janssen a tout perdu. Ça, c'était ma cuisine. Et le jardin, enfin. Et là, il y avait mes moutons, mes agneaux. C'est terrible de le voir comme ça. C'était une très bonne place pour moi. Et maintenant, il reste presque plus rien. Impossible pour elle d'oublier le jour où la terre a tremblé. Tout ce qui est dans la maison, que ça tremble et ça tombe des murs, c'est quelques secondes et puis tu crois que c'est la fin du monde. La compagnie NAM qui exploite le gaz a relogé Corinne et a consolidé des milliers de maisons dans cette région du nord des Pays-Bas. À Loppersum, épicentre d'un des séismes, la population s'est mobilisée pour exiger l'arrêt du forage. Les autorités ont fini par céder l'année dernière, une victoire au goût amer. La région est abîmée. La valeur de nos maisons a chuté. Je vis ici depuis 42 ans et on a eu plusieurs tremblements de terre. Le plus gros, 3,6 sur l'échelle de Richter. Tout est une question d'argent. Ils prévoient de fermer d'ici 2030 tout le système d'extraction pour le champ de gaz ici. Mais vous verrez, ils auront déjà vidé les réserves à 99%. Il craint donc que l'affaissement des sols continue. Le champ de Groningen fournit la moitié du gaz consommé dans le pays et assure 20 000 emplois dans la région, selon cette syndicaliste. On veut tirer des profits du gaz, mais on veut le faire sans que des gens souffrent des tremblements de terre. Et en même temps, on veut préserver les emplois. Les employés du site se forment déjà à de nouveaux métiers et la région se réinvente. Notre province est celle de l'énergie. Mais sans forage, on se tourne vers le renouvelable. Les autorités ont des grands projets d'éoliennes en mer du Nord, mais ça va prendre 10 ans pour être mis en marche. Donc que va-t-on faire d'ici là? Désormais, les constructeurs de maisons se détournent du gaz. En banlieue de Groningen, les logements sociaux flambant neufs sont équipés de panneaux solaires et de pompes à chaleur pour être autosuffisants. Cette maison consomme de l'énergie pour son chauffage central grâce à une pompe à chaleur. L'énergie est extraite de l'air, et même l'air où la température est de moins 10 degrés est plein d'énergie. 90% des foyers hollandais se chauffent encore au gaz naturel. Et certains craignent une augmentation des factures avec les énergies renouvelables. Le gouvernement lui plaide aussi pour la défense de l'environnement. Car avec l'abandon du gaz, il réduira les émissions de dioxyde de carbone et respectera les accords de Paris sur le climat. Après les Pays-Bas, le bus de l'Europe reprend la route direction la Belgique pour parler terrorisme. Nous irons à Molenbeek, commune de Bruxelles, souvent associée à l'islam radical depuis les attaques du 13 novembre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quels efforts sont faits pour combattre ce fléau? Nous verrons tout ça dans notre prochain reportage. À très vite. Fin
fin de notre journal de l'Europe. On se retrouve demain à 14h15 et 20h15 pour de nouvelles émissions. Et puis bien sûr, tous les résultats de ces votes aux européennes seront délivrés lors de notre grande soirée électorale. Je vous retrouve en effet à partir de 19h45 le 26, dimanche 26. À très bientôt à tous. Rejoignez-nous sur France 24 le 26 mai pour la grande soirée des élections européennes. Qui donc les citoyens européens ont-ils décidé d'envoyer dans cet hémicycle de Strasbourg pour les 5 prochaines années? Nous allons vous montrer le nouveau visage de l'Europe. Toutes les analyses, les grands invités sont sur France 24 ce soir-là. Ne manquez pas votre soirée électorale, une collaboration France 24 RFI. Un événement à vivre avec Ipsos Soprasteria, un partenariat France Média Monde, France Télévisions, Radio France.